Je crois beaucoup moins en l'action de l'intérieur dans ces grandes entreprises capitalistes, où je crois qu'en fait là on peut vraiment pas faire grand chose. On se fait bouffer par la logique de marché, on se fait bouffer par la logique court-termiste. Et ouais, du coup, moi, c'est ça que je voudrais déconstruire aussi, le rôle social de l'ingénieur. Et moi, j'étais en mode, ok, si être ingénieur, c'est avoir tout cet ensemble de domination, et tu optimises des trucs à la marge, mais t'as une légitimité sociale de taré, tout ça m'allait pas, quoi. L'année 2018 est marquée par les marches pour le climat, où des milliers de personnes descendent dans les rues pour réclamer des mesures écologiques fortes et immédiates. Les sciences, la 6e extinction a commencé et les températures atteignent des records l'été au-dessus des 50 degrés. Rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le 4e. Chez les étudiants et les jeunes diplômés, on s'interroge. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, les étudiants prennent la parole, formulent à haute voix leurs doutes et leurs critiques. Il est urgent d'entamer un virage radical, car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques. Tous sont élèves ou diplômés d'une grande école. Certains refusent de travailler au service d'entreprises polluantes, d'autres ont décidé de boycotter le secteur privé, voire de déserter le monde du travail. Ces derniers mois, ils ont fait entendre leur voix bien au-delà de l'enceinte de leurs écoles. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Ce qui est certain, Vous écoutez Les Refuseurs. c'est qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Un podcast lesjours.fr. Et moi dans tout ça, je fais quoi ? Épisode 3. Bifurquer. Le terme est revenu régulièrement dans la bouche des étudiants ces derniers temps. Il a fédéré autour de lui tous ceux qui ont décidé de s'écarter des chemins tout tracés et sert désormais de mot d'ordre à une génération qui compte bien se réapproprier la notion de travail. Je pense qu'aujourd'hui je bifurque, mais je bifurquerai encore davantage. C'est-à-dire ne pas suivre la voie classique. Benoît Algan, diplômé de Pour le Polytechnique. salaire qu'il a et les avantages en termes de reconnaissance sociale et puis des avantages matériels qu'il aura, mais choisir un travail en fonction du sens qu'il apporte et de la finalité et de comment il contribue à faire face à ces enjeux écologiques et sociétaux. Et donc c'est quand même rejoindre des structures engagées pour moi, que ce soit des associations, éventuellement travailler dans l'État ou dans des entreprises qui sont engagées, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et puis sinon, donc ça c'est on va dire une bifurcation assez douce, mais qui est nécessaire. Enfin, moi je crois qu'il y a vraiment besoin d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui inventent autre chose. Il y a besoin de fonctionnaires qui sont engagés dans les collectivités territoriales, dans les ministères. Je crois beaucoup moins en l'action de l'intérieur dans ces grandes entreprises capitalistes, où je crois qu'en fait là on peut vraiment pas faire grand chose. On se fait bouffer par la logique de marché, on se fait bouffer par la logique court-termiste. Puis en fait, surtout quand on est jeune, on n'a pas le pouvoir de faire changer les choses. Et puis après, il y a tous ceux qui en fait vraiment sortent du système et vont vivre une vie plus alternative, avec plus un travail manuel ou des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire aussi, parce qu'on a besoin de gens engagés dans les territoires, et puis on a besoin de montrer que c'est possible, et puis de préparer des îlots de résilience aussi pour la suite, quoi. Comment je définis la notion de bifurcation ? Manon Kister, étudiante à AgroParis. Elle est très imagée par elle-même. Donc, moi, ce que je pense que je me dirais dès un premier temps, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans cette école, tu vois où est-ce qu'elle veut t'emmener. Tu vois quelle est la sortie, en fait. Tu le vois par les chiffres, tu le vois par le discours, tu le vois par tout ce qu'on a décrit de structurellement favorable à. Et donc là, tu te dis, ok, en fait, et moi, tu te rends compte parfois, en fait, dès que tu arrives, que maintenant, on aurait le mot pour dire, en fait, moi, j'étais bifurqueuse dès le départ. Jamais ça m'a parlé ça. Et donc, toujours, j'ai cherché des chemins de traverse, tu vois. Même mes stages, j'ai fait, c'est des agriculteurs en 2e année, tu vois, alors que c'était censé être dans une entreprise. J'ai dit, mais c'est une entreprise agricole, c'est une entreprise. Ce côté, ok, je ne prends pas la voie que l'on me destine à prendre.
Et je vais pas sur le même chemin, là. Je sens que ça va pas au même endroit. Et donc, ce côté, je suis pas les clous de ce que l'école, l'institution en tout cas, attend de moi, quoi. À la base, quand je suis rentrée, c'était ce côté, j'aurais un vrai impact. Là, j'ai remis tout ça en question parce qu'en fait, tu te rends compte que l'ingénieur, du coup, il est forcément cadre, il est forcément dirigeant. Tu assois une domination sur tous les plans. Tu te rends compte qu'en fait, t'es tout le temps dans une logique compétitive de je suis le meilleur de la société, quoi. Et ouais, du coup, moi, c'est ça que je voudrais déconstruire aussi, le rôle social de l'ingénieur. Et moi, j'étais en mode, ok, si être ingénieur, c'est avoir tout cet ensemble de domination, et finalement, en fait, finalement, ton impact est quand même assez limité, et tu optimises des trucs à la marge, mais t'as une légitimité sociale de taré. Tout ça m'allait pas, quoi. Et donc aussi, c'est ce côté, tu sors du rôle social qui est le tien. Quand tu vas t'installer en tant qu'agriculteur en ayant été ingénieur, et bah t'es pas au même endroit de la pyramide. et du coup, ça va peut-être mieux se passer. Quand tu vas dans des lieux de lutte, des lieux de ZAD, quand tu décides que tu vas produire autrement, que tu vas exercer ton métier autrement, après, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on a beaucoup critiqué le côté petite action, petite échelle, de « Ah bah tiens, ils vont... » Mais en fait, c'est aussi qu'aujourd'hui, la société nous donne pas l'espace pour exercer autrement le métier d'ingénieur. Voilà, donc je pense que c'est ça, c'est sortir à la fois des débouchés qu'on nous promet et du rôle social qui va avec. Bifurquer très bien, mais vers quoi et comment ? Car si la plupart de ces étudiants réclament un engagement de la part de leurs écoles, des entreprises, de l'État, tous ne partagent pas exactement la même vision des choses. Quelques semaines après la prise de parole des étudiants d'AgroParisTech, le 30 avril 2022, Anne Fleurgol, étudiante à l'école de commerce HEC, s'adresse à son tour à ses camarades lors de la cérémonie de remise des diplômes. Pourtant, sur le fond, le propos diffère nettement de celui des agros qui bifurquent. Elle exhorte ses camarades de promotion à mettre leurs compétences au service de la lutte contre le changement climatique, à s'impliquer dans le cadre de leur métier et à opérer le changement depuis l'intérieur. Si certains voient dans cette approche un compromis avec un système capitaliste qui aurait de toute façon vocation à s'accaparer les ressources, d'autres y voient à l'inverse une forme de complémentarité dans l'action. La question des moyens fait débat parmi les étudiants engagés, et tandis que certains expriment la foi en leurs diplômes et leurs compétences, et que d'autres y voient à l'inverse un écran de fumée, entre les deux, beaucoup doutent et hésitent. Bref, difficile de dégager un consensus. Plus largement, c'est donc une forme de solutionnisme qui reposerait sur la finance verte ou les innovations technologiques qui se heurtent à une vision beaucoup plus militante de l'écologie. Let's take advantage of our degree. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. And what better challenge than to invent new, sober, sustainable, circular solutions to such complex issues. Nous pensons que l'innovation technologique ou les startups ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Thank you to the entrepreneurs. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte. Thank you to the bankers and investors who will redirect capital flows towards sustainable projects. Ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Thank you to the politicians who will implement strong and restrictive regulations. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. And finally, thank you to the activists, the deserters. Ça m'inspire en fait que c'est... Manon Kister, franchement, il y a quelque chose de pertinent dans le fait que, effectivement, par exemple, quand elle fait son discours et qu'elle s'adresse aux entrepreneurs, aux banquiers, qui vont... Et en fait, à chaque fois, elle les remercie par avance. Donc, effectivement, ça c'est un peu critiquable quand même parce que tu te dis... Mais c'est bon, c'est une figure rhétorique. Mais effectivement, les métiers qui aujourd'hui font la crise écologique ont en eux aussi les possibilités de faire autrement. La question, maintenant, c'est merci de faire ça, et en fait, on a l'impression que c'est automatique. C'est « Ah, tiens, tu leur dis ça à leur remise de diplôme, du coup, ils vont forcément choisir leur orientation professionnelle en fonction de ça », et ça part du principe, comme je le disais tout à l'heure, que
la société te donne l'espace pour le faire. Que tu vas arriver dans ta banque et que ta banque va te dire « Vas-y, redirige les capitaux vers les projets vertueux, vers ce qu'il faut. On arrête, les énergies fossiles et tout. » Le problème, c'est que c'est pas ce qui se passe. Et pourquoi c'est pas ce qui se passe ? Parce qu'il y a des enjeux politiques. Ils réfléchissent effectivement à l'écologie d'un point de vue purement de bonne volonté. De bonne volonté. C'est te dire que tout le monde va avec bonne volonté changer tout ça, non, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est observé, donc c'est une forme aussi de naïveté ou de croyance, je sais pas, ou de vie aussi dans un milieu social qui te montre pas ces contradictions-là. La question, c'est vraiment une question de lutte politique pour le pouvoir, en fait, et le pouvoir de faire cette bifurcation. La question, c'est que toi, aujourd'hui, si tu penses que en t'orientant dans le monde professionnel qui existe actuellement, tu vas faire ça, bah tu vas vite déchanter. Ou qu'en créant ta boîte, tu vas réussir en faisant ça. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, les forces du marché, etc., vont t'orienter vers l'exploitation des ressources, ou des gens, ou de quoi que ce soit, ou des femmes, souvent les trois en même temps. Donc, c'est ça aussi le concept de bifurcation, c'est te dire, ok, j'essaie de sortir de ce champ de force. Et en fait, c'est très difficile et c'est pas absolu. Enfin, évidemment que tu peux pas te sortir de la société, et donc en fait que tu vis tout le temps dans ça. La bifurcation, pour moi, elle est aussi en fait intellectuelle, au sens où t'as compris les rapports de lutte, de domination, d'extractivisme des ressources, comment le capitalisme était incompatible et la croissance sont incompatibles avec les enjeux écologiques, comment ça se fait qu'on en est là à ce statu quo, tu vois, tu comprends tout ça, et du coup, tu comprends la voie qui nous emmène dans le mur, et tu te dis, tu t'affranchis de ces carcans-là, et tu essaies de penser autrement. Anne-Fleur Goll a 24 ans. Elle est diplômée d'HEC et travaille aujourd'hui dans le conseil en transition écologique au sein du cabinet Deloitte Sustainability. C'est elle qui a prononcé le discours que vous venez d'entendre. Et pour elle, c'est avant tout l'objectif commun qui doit rassembler les étudiants engagés sur ces questions, peu importe la question des moyens. Ce qui est important, c'est qu'on a le même objectif. C'est qu'on a le même objectif d'arriver à vivre dans un monde soutenable, dans un monde qui respecte les limites planétaires. Et pour ça, il y a différentes armes pour les faire agir dans cette direction. Et aujourd'hui, moi, je considère que le diplôme que j'ai et l'étiquette d'HEC que j'ai sur la tête me permet d'avoir des portes ouvertes de gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont une très forte empreinte carbone personnelle, professionnelle, etc. Et donc, il faut que j'utilise ces portes ouvertes pour amener ce discours radical chez eux. Donc c'est comme ça que moi je trouve mon bonheur et ma satisfaction militante vis-à-vis de ça. Mais quelqu'un d'autre aura peut-être un autre discours, et pour moi c'est complémentaire. Et il faut un peu de tout. Au même temps, pendant que des militants se gluent les mains sur les routes pour demander la rénovation des logements, parce que c'est leur arme, c'est leur moyen d'action, et que c'est comme ça qu'ils veulent vivre leur engagement environnemental, eh ben, nous, on travaille avec des investisseurs en immobilier pour faire toute leur trajectoire de décarbonation immobilière, dire, bon, bah, vous voyez les rénovations que vous aviez prévues, ça vous amène bien au-dessus de la courbe qui est nécessaire à 2030, par exemple, donc il faudrait faire telle rénovation en plus, et ça coûte tant de millions de plus, et à la fin, on a le CEO de l'investisseur en immobilier qui signe pour les millions de rénovations de plus. Donc moi, je considère que c'est une action professionnelle qui a de l'impact, mais au même titre qu'une action militante, et on se sert justement de ce militantisme comme argument pour convaincre ces gens qui aujourd'hui ont le pouvoir de signer pour des millions de rénovations supplémentaires. Donc c'est un peu la même chose entre les différents discours, etc. C'est s'attarder sur les différences de démarche, c'est ne pas mettre en avant la similitude de l'objectif de vivre dans un monde soutenable, cohérent avec les limites planétaires, et ça, il faut que tous les moyens aille dans cette direction, militant, professionnel, personnel, d'engagement auprès de sa famille, voilà, donc arriver à mettre toutes ces armes ensemble pour aller dans cette direction. Et ensuite, de manière générale, ce qui m'apporte de l'espoir, c'est de voir à quel point, dans ma vie professionnelle, on a beaucoup plus l'écoute des entreprises, et elles sont prêtes à aller beaucoup plus loin dans leurs actions. Et le fait qu'en plus, ce soit bien sûr des initiatives de ces entreprises, grâce aux employés qui sont dedans, et en fait plus on a d'employés qui se posent la question, plus on va agir fort, et c'est ça où chacun doit prendre conscience. D'accord, on est
En tant qu'individu, on est un consommateur qui peut faire ses choix de consommation, on est un citoyen qui peut voter, mais on est aussi un professionnel. Et donc nos actions, elles ont des conséquences sur ces sphères-là, et notamment sur nos entreprises. Et même si on est au plus bas du bas de l'échelle, le fait de se poser la question, ou ne serait-ce que le fait de, quand une action est prise, l'accueillir très favorablement, c'est déjà énorme. Les limites planétaires doivent être un concept et un mot connu et reconnu de tous, et qu'il faut les prendre en compte dans toutes les activités des entreprises, de l'État, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être une réalité. Ça ne doit pas être un sujet à débat. Et c'est pour ça où, plutôt que politique, pour moi, ça ne doit surtout pas être idéologique. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on soit capable de réfuter ou d'une quelconque manière. Et en tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis. Mon prisme personnel, il est très professionnel. C'est-à-dire que moi, c'est mon métier. Je parle à des entreprises au quotidien. Donc, je dois les convaincre de changer leur processus tous les jours, en allant toujours plus loin dans le niveau de radicalité nécessaire. Et pour faire ça, je ne peux pas avoir un discours militant. Je ne peux pas avoir un discours politique parce que la politique n'a pas sa place en entreprise. Et c'est quelque chose de très présent dans notre culture, mais c'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche qu'on va nous refuser la porte à un emploi, ce qui est plutôt bien. En revanche, ça veut dire qu'on doit avoir un discours qui n'est pas perçu comme étant politique, qui est perçu comme étant tout simplement rationnel, de voici les impacts, voici les actions, les leviers à mettre en place pour aller plus loin, voici ce que sont les lignes planétaires, voici comment vous pouvez agir pour être dans ces lignes planétaires. Ces visions très solutionnistes ou très militantes de la cause écologique cohabitent toutes sur le plateau de Saclay, dans la grande couronne parisienne au sud-est de Paris. Historiquement, le plateau de Saclay, c'est une terre surtout agricole, mais depuis les années 60, un vaste plan d'urbanisation est en cours pour en faire le principal pôle de recherche scientifique français. La bataille pour les sciences, la technique, la réconciliation des sciences dures et des sciences humaines et morales, la réconciliation des sciences fondamentales comme de la recherche appliquée, sont un combat que nous ne pouvons pas perdre. L'excellence en matière d'intelligence de recherche irrigue l'ensemble du monde économique, conduisent à créer les grandes entreprises d'aujourd'hui qui étaient ces recherches d'hier. Nous devons réussir cette bataille. Et le plateau de Saclay, le projet Paris-Saclay, est au cœur de ce combat. Polytechnique, Centrale Supélec, l'École normale supérieure, la plupart des grandes écoles s'y sont installées ces dernières années. On y trouve aussi des laboratoires de recherche, comme le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, ou le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Enfin, le dernier acteur présent sur le plateau de Saclay, ce sont les entreprises. Et des entreprises, il y en a beaucoup. Danone, Thales, EDF et beaucoup d'autres ont installé leurs centres de recherche et développement sur le plateau de Saclay, sans compter les nombreuses start-up qui bourgeonnent ici et là. Et la spécificité de ce territoire, c'est qu'il condense au même endroit des visions très antagonistes. On y trouve à la fois, parmi les entreprises les plus polluantes, des startups de ce qu'on appelle la green tech, et aussi des militants beaucoup plus radicaux, comme ceux qui se sont engagés contre la mise en place de la ligne 18, qui est la ligne de métro qui doit relier le plateau de Saclay à la capitale, dans le cadre du Grand Paris. Pourtant, sous l'impulsion des étudiants du plateau, ces mondes ont de plus en plus tendance à se mélanger. Dans la ZAD qui s'est installée en réaction à la ligne 18, se côtoient régulièrement des activistes et des étudiants. Petit à petit, ces visions très militantes de l'écologie infusent dans les milieux très policés du supérieur. Au point que certains étudiants ont décidé de s'engager pour la préservation des terres agricoles du plateau de Saclay et se sont fondus dans le tissu militant local. Du coup, moi je m'appelle Noé, je suis en 2e année ici à AgroParisTech. Donc Cercle, c'est une asso qui a été laissée un peu à l'abandon pendant 1 an et qu'on a décidé de reprendre et de réformer un peu parce qu'on pensait qu'il manquait à la vie étudiante à AgroParisTech une asso qui soit investie dans les luttes sociales et dans les luttes écologiques. Et donc moi, ce que je fais dans cette asso, c'est que j'essaie de nous faire exister dans le tissu militant local. Donc local, ça va du plateau de Saclay à l'Île-de-France. Manifestation donc pour la préservation du site de Grignon. À la fin, on avait réfléchi, on avait fait des groupes de réflexion. Et on s'était dit que c'était important de créer du lien avec les autres militants dans la région. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on a
l'avantage que les médias nous écoutent et on a vraiment une grosse portée dans les médias. Mais en termes de militantisme, on s'y connaît pas. Alors que d'autres militants qui peuvent avoir aussi des causes très importantes à défendre sont peu écoutés par les médias, mais eux, pour le coup, ils ont des bonnes techniques de militantisme, ils savent faire passer des idées, etc. Et donc, on avait dit, il faut faire ça, et moi, j'étais passé devant la ZAD un mois avant, et donc j'avais dit ah bah venez, on va à la ZAD ce soir. C'était la première fois qu'on était allé à Zaclay. Donc oui, ce que je voulais dire aussi de base, c'est que Zaclay, c'est aussi un lieu de rencontres, et ils organisent beaucoup d'événements. Et donc dès qu'on s'intéresse un peu à l'écologie et à ce qui se passe dans le coin, on a très vite d'y aller parce qu'ils font beaucoup de conférences. Donc en fait, dès qu'on s'intéresse un peu à l'écologie et qu'on habite dans le coin, on a vite fait d'y aller. Et ensuite, vu que quand même le fait d'être dans une grande école, je pense que les étudiants sont c'est beaucoup moins facile. Enfin, c'est pas facile pour eux de militer en fait. Les gens ont une mauvaise image de ça, je pense. Ils veulent pas être associés à des gens qui vont dans la rue avec des pancartes. Du simple pas de côté intellectuel à l'engagement dans une zone à défendre, le spectre des bifurcations est vaste et les points de vue parfois divergents. Mais dans tous les cas, ces tendances commencent à inquiéter nettement les entreprises qui redoutent de ne plus être aussi attractives qu'auparavant pour ces étudiants. En réponse, elles tentent d'imposer toujours plus leur présence dans ces établissements. Composition du conseil d'administration. T'avais quand même Pernod Ricard, LVMH, L'Oréal, Val-de-France, le fonds de mécénat AgroParisTech. Donc là par exemple les chartes partenariales financées, donc t'as BASF, Magrin, L'Oréal, EY, Vivesia, Urgo, Mazars, Danone, Carrefour, U, Avril, Vinci, Suez. Voilà. Le fond du sujet, c'est de dire on va plus aller travailler dans une entreprise qui prennent pas en compte suffisamment les enjeux environnementaux. Et puis Patrick Pouyanné qui est venu. Donc on devait être tous en grand uniforme là pour accueillir Patrick Pouyanné, qui est venu nous parler pendant 1h30. C'est des choix courageux qu'il avait fait pendant sa carrière, etc. Vous venez d'écouter le 2e épisode des Refuseurs, un podcast du média Les Jours. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud, et sur notre site lesjours.fr.